Dans cette deuxième vidéo, nous allons nous intéresser aux précurseurs des méthodes nouvelles. Mais d'abord, nous allons définir les deux postulats sur lesquels se basent les méthodes nouvelles. Le premier postulat, c'est l'activité vraie de l'enfant. Pour que l'enseignement fonctionne, pour que l'apprentissage se fasse, il faut que l'élève soit réellement en activité. Et le deuxième postulat, c'est le rapport réciproque entre le sujet éduqué et la société à laquelle il est destiné. Or, historiquement, ces deux postulats ont été pris en charge par différents grands théoriciens de la pédagogie. Presque tous ceux qui se sont intéressés de près ou de loin un jour à l'enseignement, précédemment aux méthodes nouvelles, ont mis en avant l'un ou l'autre de ces deux postulats que je rappelle. Le premier, l'activité vraie de l'élève, et le second, le rapport réciproque entre le sujet éduqué et la société à laquelle il est destiné. Alors, la question que l'on peut se poser immédiatement, si des pédagogues se sont déjà intéressés à ces postulats, qu'est-ce qui fait l'originalité des méthodes nouvelles? Alors nous répondrons à cette question dans une vidéo par la suite. Ce que nous allons faire dans un premier temps, c'est nous intéresser aux pédagogues, ces pédagogues qui ont touché de près ou de loin aux deux postulats, l'activité vraie de l'élève, d'une part, et le rapport réciproque entre le sujet et la société, d'autre part. Reculons jusqu'en Grèce d'abord. Dans l'Antiquité grecque, lorsque Socrate met au point la maïeutique, basée sur le questionnement de l'élève, il fait bien appel à l'activité vraie de celui-ci, plus qu'à sa docilité. L'enseignant a pour rôle de questionner l'élève afin de faire sortir hors de lui les réponses qui correspondent à ce qu'il faut apprendre. Et le maître n'a pas pour objet d'imposer de facto un savoir à partir d'une communication orale qui permettrait d'influencer l'élève. De même, plus proche de nous cette fois, au XVIe siècle, Rabelais et Montaigne vont réagir contre l'éducation verbale et la discipline humaine qui court au XVIe siècle. Les postulats d'enseignement de l'époque, c'est que le maître est omnipotent, le maître sait, l'élève ne sait pas, et le rôle du maître, c'est de faire entrer dans la tête de l'élève le savoir, de manière verbale. Donc, le maître s'exprime. Et bien, donc, ces deux pédagogues, on peut les considérer comme tels lorsqu'ils s'intéressent à l'école, Rabelais et Montaigne, vont réagir, et ces réactions vont aboutir à ce que l'on peut appeler des intuitions psychologiques. Ces intuitions ne seront pas démontrées d'un point de vue scientifique. Ces intuitions qui sont le rôle de l'intérêt. Il y a un intérêt chez l'élève pour apprendre, l'observation indispensable de la nature, ce sera sur ce que l'on a nommé à certains moments dans le cours d'IRE en bloc 2 sur l'empirisme, l'observation d'abord de la nature, observer pour apprendre, la nécessité d'une initiation à la vie pratique, l'opposition entre la compréhension personnelle et la mémorisation. Ils lutteront contre l'enseignement verbal et la mémorisation pour la mémoire. Quelques citations. Une tête bien faite plutôt qu'une tête bien pleine. Savoir par cœur n'est pas savoir. Je vous renverrai aux écrits de Rabelais concernant Pantagruel notamment. Les trois auteurs que nous venons de rencontrer, Socrate,
Rabelais-Montaigne, ont montré, ou en tout cas ont mis en place, des activités, des pédagogies qui postulaient l'activité vraie de l'élève, qui est le premier postulat des méthodes nouvelles. À ces trois auteurs, on pourrait rajouter Fénelon et Locke au XVIIe siècle. Mais tout ça reste assez fragmentaire, c'est peu structuré, ça ne fait pas encore partie d'une théorie, il n'y a aucune démonstration scientifique. Au XVIIIe siècle, Jean-Jacques Rousseau va venir, lui, avec quelque chose d'un peu plus structuré, d'un peu plus complet, sur les deux thèmes. D'abord, l'activité de l'élève, qu'il va développer autour d'une psychologie, on pourrait appeler ça comme ça, un début de théorie psychologique sur l'apprentissage, ou sur le développement de l'élève, l'enfant, et une théorie un peu plus complète sur le rôle de l'interaction entre l'enfant et la société. Deux postulats chez Rousseau. Le premier postulat dit que la nature est bonne, initialement. Nature est bonne, initialement. L'enfant l'est tout autant. L'enfant naît bon, naturellement. Et il va falloir s'appuyer sur cette bonté pour faire apprendre, pour mettre en place des activités qui vont permettre à l'enfant d'apprendre. Et le deuxième postulat, c'est que la société est pervertie et que l'enfant est perverti par la société. Ce sont les deux postulats de Jean-Jacques Rousseau. Développons quelque peu ces deux postulats à partir de quelques idées mises en place dans la pédagogie de Jean-Jacques Rousseau. La première idée, c'est que l'enfant se développe naturellement et ce développement mental est réglé par des lois constantes. On pourrait imaginer que ce sont là les prémices de la psychologie génétique que Jean Piaget développera au début du XXe siècle. Il n'y a pas de comparaison possible, mais c'est un début. On va dire que Jean-Jacques Rousseau avait senti qu'il y avait là quelque chose dans le développement de l'enfant. La deuxième idée émanant des deux postulats, c'est que l'enfant n'est pas un adulte en miniature. Et Jean-Jacques Rousseau dira, l'enfant a des manières de voir, de penser et de sentir qui lui sont propres. C'est très important de comprendre ça. Jean-Jacques Rousseau est vraiment à une charnière dans la pédagogie, en tout cas dans l'évolution de la pédagogie, dans l'amener de la psychologie, puisqu'il va donc permettre de comprendre que l'enfant n'est pas un adulte en miniature, qu'il ne pense pas comme l'adulte, et qu'il a des modes de pensée qui lui sont propres. Il dira également chaque âge a ses ressorts, montrant par là que la motivation et le fonctionnement cognitif est très différent selon les âges. Enfin, une troisième idée, c'est qu'on apprend que par une conquête active, l'élève doit réinventer la science au lieu d'en répéter les formules verbales. Il est important de mettre l'élève en activité vraie. Il ne suffit pas de lui parler pour qu'il apprenne. Une erreur cependant dans la pensée de Rousseau, et cette erreur elle vient du deuxième postulat qu'il avait, que la société est pervertie et qu'elle va pervertir l'élève. Il va donc dissocier l'évolution de l'enfant d'avec le milieu social. Pour lui, l'école doit soustraire l'enfant de la vie sociale, pour pouvoir l'éduquer et l'empêcher de la sorte d'être perverti par la société. Alors c'est une erreur parce que par la suite, les études en pédagogie, en sociologie ont montré combien le milieu social influence le développement de chacun. Alors durant
la première moitié du XIXe siècle, deux personnes ont mis en œuvre, ont mis en place certaines idées de Jean-Jacques Rousseau. La première, c'est Pestalozzi, qui est un disciple de Rousseau, et Froebel, qui lui est un disciple de Pestalozzi. Alors, quelques idées de leur enseignement, de leur pédagogie, sur quoi, les idées fortes de leur pédagogie. L'importance de l'activité spontanée des élèves. Première idée, ils insistent sur le fait que les élèves, on doit accepter l'activité spontanée des élèves. Une deuxième idée, c'est que l'enseignant a plutôt le statut d'accompagnateur, d'entraîneur, plutôt que d'enseignant au sens strict, comme on peut le comprendre la majeure partie du temps, quelqu'un qui parle et qui impose son savoir, qui possède le savoir et qui l'impose. Le caractère expérimental de l'école. L'école doit être un lieu où on essaye des choses, où on prend note de ce qui se passe et où on essaye de réajuster sans cesse en fonction de ce que l'on a pu observer. L'importance du suivi des progrès intellectuels et psychologiques des élèves. C'est à mettre en lien avec le caractère expérimental de l'école. On prend note de ce qui se passe. On retrouve aujourd'hui ça dans les écoles, un suivi des progrès des élèves. Enfin, et en cela il diffère de Jean-Jacques Rousseau, l'école est une vraie société, il y a un lien entre l'éducation et la société. Sur ce point, l'école comme société ou micro-société, ils insistent sur le sens des responsabilités et sur la coopération. Un dernier point, toujours dans le cadre de l'école comme micro-société, l'importance de l'enseignement mutuel, du partenariat entre les élèves, de l'entraide entre les élèves pour apprendre, la coopération. Sur ces derniers points, on sent bien la différence entre Rousseau, qui lui postulait que la société était pervertie et que donc il fallait isoler l'élève et que l'apprentissage était individuel, et Pestalozzi, qui lui va plutôt proposer un enseignement mutuel, un enseignement où l'entraide et la coopération sera extrêmement importante. Ceci dit, à côté de ces aspects qui sont aux yeux, évidemment, détonnants de l'école nouvelle, des méthodes nouvelles, sont compris comme des aspects favorables à l'éducation des enfants. Le fait de les rendre actifs, le fait de les mettre ensemble, de travailler ensemble. Il y a des aspects qui montrent combien Pestalozzi était attaché à un certain formalisme quand même, sous des airs un peu comme ça, très, très libres. Certain formalisme et combien il tenait peu compte, dans le détail du développement réel de l'esprit de l'enfant. D'un côté, il prône un intérêt pour le développement de l'enfant, prise de notes, le côté expérimental de l'école, mais sous certains aspects organisationnels réels, dans le quotidien, il faisait peu cas du développement réel de l'esprit. Prenons comme simple exemple la nécessité pour Pestalozzi de procéder du simple au complexe dans toutes les branches de l'enseignement, alors qu'on sait très bien aujourd'hui que ce qui peut être simple pour l'adulte peut être complexe ou compliqué pour l'élève, et ce qui peut paraître complexe pour l'adulte peut être parfois simple pour l'enfant. D'autant que on sait que l'enfant débute par le global et l'indifférencié et pas par le particulier. Les études en psychologie montraient correctement cela. Alors, disciple de Pestalozzi, Froebel s'écarte encore un peu plus, lui, des idées rousseauistes selon laquelle l'enfant s'épanouit spontanément, dans la liberté, de manière naturelle, parmi les choses et non les livres,
dans l'action et la manipulation motrice, tout ça était mis en place par Rousseau. Il disait que l'enfant devait être éduqué dans une atmosphère sereine et sans contrainte. Eh bien, Froebel, lui, s'écarte encore un peu plus de tout cela. La classe chez Froebel, elle est très structurée, à partir d'exercices structurés, formalisés, qui empêchent la création véritable et remplacent la recherche concrète. Donc, première approche des méthodes nouvelles nous a mené de Socrate à Froebel. Nous avons montré quelques tentatives d'organiser l'école dans le respect du développement de l'enfant. Il faut saluer, bien entendu, ces tentatives, car l'étude psychologique du développement de l'enfant ne débutera que dans la deuxième moitié du XIXe siècle, et donc tous ces pédagogues sont partis d'intuition et ont tenté, à partir de celle-ci, de mettre au point des pédagogies qui s'intéressent davantage à l'enfant. Mais avant de clore ce thème sur les précurseurs, il faut parler de Herbart, qui dans la première moitié du XIXe siècle, donc parallèlement à Pestalozzi et Froebel, a tenté, d'une manière lucide et explicite, d'ajuster les techniques éducatives aux lois de la psychologie naissante. On n'en était pas encore à une psychologie structurée comme elle l'est aujourd'hui, une psychologie qui s'appuie notamment sur les neurosciences. Alors pour Herbart, la vie psychique consiste en une sorte de mécanisme de représentation. Il s'intéresse beaucoup aux représentations. Et ces mécanismes de représentation suppriment l'intelligence en tant qu'activité. Alors, là, il n'est pas le seul à penser comme ça, d'autres avaient pensé, enfin, d'autres auteurs précédemment, tels Kant ou Leibniz, se sont intéressés également à cette thématique sur la théorie des représentations. Alors pour Herbart, l'objectif pédagogique essentiel, c'est de savoir comment présenter les matières pour qu'elles soient assimilées et retenues par les élèves. Donc son objectif essentiel, c'est de se dire comment est-ce qu'on peut organiser, présenter le savoir pour qu'il soit assimilé et retenu par les élèves. Et pour atteindre cet objectif, Herbart fait appel au processus d'aperception. Aperception. Déjà étudié, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, par Kant et Leibniz. Alors, le processus d'aperception consiste à associer à une perception, consiste à lui associer une réflexion, une conscientisation. L'idée, c'est que vous voyez quelque chose, puis c'est de réfléchir à ce que vous voyez ou à ce que vous entendez, essayer de conscientiser les choses, pas seulement la prendre de manière globale. Ainsi, pour Herbart, les représentations sont aperçues quand une masse isolée de représentations nouvelles vient se fondre avec une autre, plus ancienne. On n'est pas loin de ce que Piaget définira par la suite comme l'adaptation à partir des processus d'assimilation et d'accommodation. Pour autant, Piaget ne s'est pas nécessairement appuyé sur la théorie d'Herbart pour définir la sienne. Par ailleurs, Herbart n'a jamais pu élaborer une théorie de l'activité en conciliant le point de vue psychologique du développement, comme l'a fait Piaget, avec l'analyse de la construction continue de l'intelligence. Il faut attendre Piaget pour avoir ça. Piaget au début du XXe siècle. Dans cette deuxième vidéo, nous avons tenté de balayer plus de 2 millénaires de pédagogie à partir du thème les précurseurs des méthodes nouvelles. Nous avons tenté de montrer comment ces précurseurs avaient essayé de prendre en charge deux postulats essentiels des méthodes nouvelles, qui sont l'activité vraie des élèves et le rapport réciproque entre le sujet éduqué et la société dans laquelle il doit s'insérer.